Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre tout nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés, notamment de l'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires, de découvertes, mais aussi de sensibilité. Les fiers trentenaires, c'est votre tout nouveau podcast incontournable pour vivre la trentaine à fond. On entend souvent dire que les vrais amis t'aiment pour ce que tu es et non pour ce qu'ils veulent que tu sois. Dans l'esprit populaire, l'amitié sincère rime avec acceptation inconditionnelle. On doit donc apprécier l'autre sans le juger, sans chercher à le changer. C'est une vision douce, mais je ne la partage pas toujours. Je crois que nous sommes parfois étrangement peu conscients de la personne que nous sommes et du potentiel qui sommeille en nous. Et quand nous sommeillons sur nos aptitudes, notre entourage, lui, en a bien souvent plus conscience que nous. Si l'on a tendance à se contenter, à ne pas faire le pas de plus par peur, par timidité ou par manque de confiance en nous, un ami conscient de ce potentiel, s'il nous aime vraiment, peut être amené à prendre un risque. Celui de nous froisser un peu, de nous secouer, de nous faire sortir de notre zone de confort pour nous aider à atteindre une perception de nous-mêmes plus grande. Une amitié authentique peut donc être basée sur l'idée que l'autre change, qu'il s'améliore, qu'il sorte de sa safe place pour atteindre son plein accomplissement. Je ne pense pas trop m'avancer si je dis que c'est précisément ce genre d'amitié constructive que j'entretiens depuis plus de 6 ans avec l'invité du jour. Un ami qui ne vous laisse pas vous reposer sur vos acquis, qui vous pousse à devenir à la fois une professionnelle solide et à réaliser vos rêves quels qu'ils soient. Je ne compte pas le nombre de fois qu'il m'a sorti d'une période de paresse, que ce soit pour les travaux de la Guissière, pour mon autobiographie sur laquelle je travaille depuis des années, pour ceux qu'on élabore ensemble, ou même pour ce podcast, tiens. Donc, je rattrape vite fait. Non, nous ne parlerons pas uniquement d'amitié aujourd'hui, mais je ne pouvais entamer cet épisode autrement qu'avec ce sujet, parce que ma relation avec mon invité est l'incarnation même de ce principe. Sans plus tarder, parlons un peu de ce fier trentenaire. Alors, il est né à Ndende, dans le sud du Gabon. C'est pour ça que vous m'entendrez parfois l'appeler mon Ndende. Un jeu de mots bien nul, mais il faut avoir la vision et j'espère que vous l'avez. Actuellement, Galbert est gestionnaire de sinistres dans une maison d'assurance du pays de Marianne. Avant ça, il a obtenu des diplômes en banque et assurance, mais surtout en droit des assurances. Pendant son temps libre, Galbert est aussi, pour ne pas dire surtout, un célèbre romancier auto-édité. Je l'ai connu alors qu'une connaissance de l'époque partageait la couverture de « Ici mais d'ailleurs », son premier livre que j'ai lu. Je suis alors tombée amoureuse de son style d'écriture et de son choix de mots. Ce livre m'a volé des larmes et depuis lors, c'est l'un de mes préférés. Il est aussi connu pour « Souvenirs », son autobiographie qu'il a débutée en 2007, ainsi que « L'exilé de Dunganon », un roman d'aventure paru en 2017. Il y a également Café au lait et le plus récent, La Virtuose, sur lequel je m'endors, que je n'ai pas encore fini, mais dont je vous ferai un retour via mes réseaux sociaux une fois terminé. Bref, aujourd'hui, nous recevons un homme qui excelle sur 2 fronts, qui prouve qu'il est possible d'être un fier trentenaire multi-succès. C'est un ami, un auteur que j'admire énormément. Et si vous avez suivi ma récente actualité, vous savez que j'ai récemment publié 2 livres pour enfants. Zalan, mon frère étoile et Dimani arrête le néné. Et si j'ai choisi d'introduire cet épisode par une citation sur l'amitié que je ne partage pas forcément, c'est parce qu'il y est pour beaucoup. Il est pour beaucoup, je dois dire, dans le fait que je sois enfin devenue auteur. D'autres auteurs gabonaises avec qui j'ai discuté vous diront la même chose que moi à son sujet.
C'est le genre d'amis qui refuse de vous laisser dormir sur vos lauriers et vous oblige à vous faire entendre, à faire entendre votre talent. Aujourd'hui, c'est donc à mon tour de lui donner la parole. Bienvenue chez les Fiers Trentenaires, Galbert. Merci pour l'invitation et waouh, quel bel hommage. Je ne m'y attendais pas, ça mais ça m'a touché. Tu n'as pas pleuré, on recommence mon ami. Non, non mais franchement, les mots étaient justes et ça m'a touché. Ça va. C'est un peu la chair de poule. Oui, mais ça ne se voit pas, mais c'est sous un tas de graisse, donc ça ne se voit pas. En tout cas, comment tu vas? Ça va, super bien, merci. Et toi? Ça va, je suis fatiguée. Mais bon, en tout cas, comme tu sais, on a beaucoup couru pour trouver du temps pour s'asseoir. Ouais. Et donc, bienvenue, ça me fait plaisir. Merci, plaisir partagé. Donc, tu connais la question, enfin, tu m'as dit que tu n'écoutes pas forcément tous les épisodes, mais la première question qu'on pose à nos invités, c'est quel âge ils ont et comment est-ce qu'ils le vivent? D'accord, mais j'ai 35 ans maintenant. Et comment je le vis? Maintenant, ça va. À l'époque, c'était quelque chose avec lequel j'avais beaucoup du mal. Surtout quand j'ai vécu ici, ça ne me posait pas forcément des problèmes particuliers. C'est quand on évolue dans un autre univers, donc en Europe. Et en Europe, là-bas, on va dire quoi, c'est très encadré. Donc, tel âge correspond à tel niveau scolaire ou tel niveau professionnel. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah mince, j'ai tel âge, je suis encore au banc de l'école, pendant que d'autres, à cet âge-là, ils sont déjà, pour certains chefs d'entreprise, ils ont déjà maison et enfants, femmes, et donc voilà. C'est à cette époque-là de ma vie où j'ai eu un petit peu de mal avec mon âge, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu puisses mieux vivre ton âge en fait? Après, j'ai appris à relativiser et puis j'ai aussi rencontré une personne qui m'a appris à voir les choses autrement. J'ai fini par comprendre que chacun a son horloge et que le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Donc, chacun a son horloge. Personne n'est en retard sur son temps, en fait. D'accord. Et est-ce que tu t'es déjà projeté éventuellement sur plusieurs années? Pour faire simple, est-ce qu'il y a quelques années, tu t'imaginais être le Galbert que tu es aujourd'hui? Psychologiquement, moralement... Oui, peut-être. La seule chose qui a peut-être changé entre le moi d'autrefois et le moi d'aujourd'hui, c'est peut-être cette confiance en moi que j'ai acquis, au fil des ans. Et voilà, c'est juste ça. Mais sinon, oui, j'ai toujours été le même, que ce soit les années en arrière. D'accord. Donc, tu as grandi, tu as pris de l'âge et tu as développé ta confiance en toi, l'assurance, etc. Ok, c'est super. Donc, alors, c'est vrai que j'ai un peu dressé ton profil en t'introduisant ou en introduisant l'épisode, mais je souhaiterais que tu te présentes rapidement aux personnes qui nous écoutent. Comment est-ce que tu as vécu ton enfance? Quel a été ton cursus scolaire? Et ton départ en France, comment est-ce qu'il s'est organisé? Comment se passe ta vie là-bas? D'accord, Galbert, comme on l'a déjà présenté en amont, 35 ans, je suis gestionnaire de sinistres. Attends, d'abord, tu n'es pas sûr de ton âge. Non, en fait, quand j'ai parlé, j'ai fait un parallèle avec l'épisode que j'avais déjà enregistré avec Claude et je suis resté sur ça. Ok, d'accord. 34 ans. Sachant que l'épisode s'est passé l'an dernier, donc ça faisait un an de plus, donc c'est ça. Non, 35 ans, gestionnaire de sinistres. Donc, concernant mon enfance, j'ai eu une enfance assez paisible. J'ai été entouré par des personnes, donc j'ai pas connu mon père. Je l'ai connu, j'avais 9 ans. Et donc, j'ai toujours vécu avec ma mère et son père. Donc, j'ai été élevé comme le dernier fils de mon grand-père. Donc, j'ai grandi dans ça. J'ai été entouré par une famille aimante. Donc, j'ai grandi dans ça. J'ai eu une jeunesse épanouie. Et donc, c'était quoi le cursus scolaire? Le cursus scolaire, donc j'ai fait, comme tout le monde, à la fac, je m'étais inscrit donc, en droit. J'ai commencé par le droit à l'UOB. Donc le droit à l'UOB, ensuite je suis allé en France. J'ai poursuivi avec le droit et donc j'ai bifurqué sur le droit des assurances. Et pendant mes études, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que le droit des assurances, c'est un domaine qui est en contact avec l'humain et c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
je me sens utile, j'ai l'impression d'apporter des solutions aux problèmes que rencontrent des personnes, j'apporte des solutions, je les aide à sortir dans des situations délicates auxquelles ils se trouvent confrontés par circonstances qui ne dépendent pas forcément de notre vie. Alors, la vie en France, comment ça se passe? Parce que pour ceux qui... Enfin, je pense qu'on ne l'a pas dit, Galbert vit en France depuis... Plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et du coup, moi, je suis intéressée par l'idée de savoir comment se passe la vie en France pour toi. Parce que le dernier épisode qu'on a eu, on a reçu une personne qui vit en France et qui nous a dit qu'elle le vit de manière assez difficile, quoi. Le fait d'être loin de sa famille est assez compliqué. Et moi, j'aimerais savoir comment est-ce que, pour toi, le fait de vivre ta trentaine loin de ta mère, de tes petits frères, etc., comment ça se passe? C'est pour revenir un peu dans ce que je disais tout à l'heure. J'ai grandi dans une famille aimante et tout ça. On a toujours été soudés ensemble. Et du jour au lendemain, tu te retrouves dans un pays qui n'est pas le tien, loin des tiens. J'ai tous fait dans ton 4 mètres carrés, dans ta résidence estudiantine. Ouais, ça, je t'avouerais que les premières années, ça a été compliqué. Déjà compliqué par le fait du choc culturel, comme je t'ai évoqué précédemment. Et compliqué aussi par l'environnement. Tu pars d'un pays chaud, où tu as tout le temps chaud, et tu arrives directement, c'est parce que j'avais voyagé, je crois, si je me souviens bien, c'était en février, et en février, c'est l'hiver. Ouais. Et voilà, donc tu as le froid, tu n'as pas ta famille. En toute transparence, il m'est arrivé de me retrouver seul dans ma chambre et de pleurer. Parce que je suis venu, par moment, j'ai eu envie de revenir, en fait, de tout abandonner. Je me suis dit, ma mère s'est battue pour te faire venir, me faire venir. Surtout que je suis parti en France, j'avais pas de bourse. Donc, c'est sur les moyens de maman, un petit peu papa. Donc, je me suis dit, non, tous ces sacrifices-là, c'est pas pour que je lâche mon chemin. Donc, il fallait que je tienne. Mais les premières années, pour revenir à la question, c'était compliqué. Après, comme on dit, on est déjà né, on s'adapte et puis on continue, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attarde un peu sur la question, mais moi, est-ce que tu crois que si ton départ en France n'avait pas été financé que par ta mère, que par tes parents, sachant la situation de précarité dans laquelle on a évolué, etc., que là, les parents ont mis de côté, ils ont mis tous leurs moyens pour t'envoyer en France. S'il n'y avait pas cette impression de redevabilité, est-ce que tu serais resté quand même? Franchement, je ne sais pas. Mais je pense que j'aurais pas eu, entre guillemets, cette petite pression de dire que je suis redevable aux parents. Il faut que je réussisse. J'aurais peut-être fait comme les autres. De toute façon, voilà, je suis venu, on me paye la bourse et puis je fais ce que je veux. Et puis... Non, mais je pense que ça a été plus un moteur pour moi. Exactement. J'allais demander ça par la suite. Est-ce que ça t'a boosté en te disant que, ok, là, les parents ont tout donné pour que je sois là, il faut que je travaille, il faut que les résultats soient positifs. Clairement, ça a été ça. Ça a été vraiment un moteur, un booster. Pour moi, à chaque fois que je déprimais, comme j'étais seul, je pensais toujours à ça. Je dis, maman ne travaille pas, elle a dépensé ses derniers centimes, que ce soit depuis le banc de l'école, le lycée, à l'époque où mon père n'était pas assez présent. Il faut que je lui rende, il faut que demain, elle jouisse de son investissement, en fait. Et est-ce qu'on peut dire que tu fais plaisir à Daronne maintenant? Tu as mis la Daronne à l'abri? Pas totalement. Pas totalement, mais tu travailles. À mon sens, je pense qu'elle, c'est quelqu'un de pas très compliqué. Je pense qu'à mon niveau, à son niveau, je pense qu'elle pense déjà que je l'ai mis à l'abri. En tout cas, merci beaucoup, maman. Voilà. Merci beaucoup. Mais je pense que je n'ai pas encore atteint, je ne l'ai pas encore sérieusement mis. Je pense que j'aurai atteint mon but quand elle aura déjà un chez elle et qu'elle aura. Voilà. En tout cas, on va s'assurer qu'il tienne ses promesses, les promesses qu'il fait ici. Vraiment. Ne t'inquiète même pas. On va s'assurer qu'il continue de te remercier parce que c'est tout ce que vous méritez. Et tu parles de ta maman. Je connais un peu ton histoire, votre histoire. Tu parles de ta maman. Je reconnais la mienne dans ta maman parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné, beaucoup cassé pour nous aussi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression même de ne pas lui donner assez, quoi, quand je sais tout ce qu'elle m'a donné. Mais bon,
quoi qu'il en soit, on travaille tous les jours pour pouvoir les mettre à l'abri ou du moins pour participer à leur épanouissement aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont censées se reposer. Elles ont beaucoup travaillé. Et du coup, bref, on va pas tomber dans l'émotionnel. Quoi qu'il en soit, on revient sur le thème de l'épisode. Donc, aujourd'hui, l'épisode du jour s'appelle Costume, cravate et manuscrit. Parce que je vous disais que mon ami est un professionnel du droit, professionnel des assurances, mais qu'il a un aspect où il a un second profil qui est celui d'auteur. Donc, on va beaucoup parler d'écriture, on va parler de ta carrière professionnelle et de comment est-ce que tu fais matcher les deux profils. Et j'ai envie qu'on commence par le moins fun. Et du coup, j'aimerais savoir en quoi consiste ton travail. Tu nous as dit que c'est gestionnaire en sinistre. C'est ça. En quoi consiste le travail d'un gestionnaire en sinistre ? Le travail de gestionnaire de sinistre, c'est être à l'écoute donc des assurés, procéder donc aux appels entrants et sortants, recueillir auprès des assurés, recueillir leur déclaration des sinistres déjà, et en fonction de la déclaration des sinistres, pouvoir proposer donc des solutions adéquates pour résoudre leurs sinistres et être une oreille attentive, parce que c'est le travail à mon sens, pour être un bon gestionnaire de sinistres, il faut avoir une certaine empathie, tout en ayant un certain détachement pour ne pas tomber dans l'émotion. Beaucoup de retenue, c'est ça. Et donc être attentive à ça, avoir beaucoup de retenue, c'est parce qu'il y a des assurés qui vivent des situations difficiles et du coup, ils éprouvent parfois leur vie de déverser leur frustration sur des personnes. Ouais. Et donc là, il faut être une éponge émotionnelle, on va dire ça comme ça, écouter et derrière proposer des solutions adéquates. Donc c'est plus, c'est à peu près ça en gros ce que je peux dire sur le travail de gestionnaire de sinistre. Et qu'est-ce qui, hormis les études, déjà, qu'est-ce qui t'a amené là ? Est-ce que tu es tombé dedans ou tu y aspirais depuis ? Bon, après, comme je disais, lors de mon cursus, c'est droit des assurances. La suite logique, c'était travailler dans un secteur assurantiel. Et donc, il y a plusieurs débouchés qui s'offraient à moi. Et c'est la porte de gestion de sinistre qui s'est ouverte à moi en premier. Et donc, j'ai foncé dessus. J'ai saisi l'occasion. J'ai saisi l'opportunité, on va dire. Et donc, ça fait 4 ans que je suis dedans et ça va. Et du coup, moi, je suis curieuse de savoir quel a été le cas le plus grave que tu as dû gérer ou, enfin, si tu as le droit d'en parler. Hein. Oui, il n'y a pas de donc, problème. Quel a été le cas le plus grave que tu as eu à gérer ou bien le cas qui t'a le plus tenu par les tripes, en fait, ou le cas dans lequel tu t'es le plus senti concerné. C'était quoi le sinistre ? Le sinistre, c'était un monsieur qui venait de perdre sa maison à cause d'une coulée de boue. Ok. Et du coup, il était retraité, il avait enterré sa femme il n'y avait pas longtemps. Et il y a ce sinistre qui est tombé sur lui comme ça, il était un peu désemparé. Il a limite pleuré au téléphone, quoi. Du coup, ça m'a un peu piqué. Ça m'a profondément touché et malheureusement, il n'avait pas souscrit de bonnes garanties. Ok. Et le contrat ne le couvrait pas. Ouais. Et il fallait que je l'annonce ça avec la plus grande délicatesse du monde, il faut que je fasse comprendre. Mais ça s'est plutôt bien terminé. J'ai fait comprendre les choses calmement. Il a compris et par la suite, on a ajouté des garanties à son contrat pour qu'il puisse être couvert. Et du coup, tu vois, ici au Gabon, je pense qu'il y a les maisons d'assurance, elles existent, hein. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Mais malheureusement, on ne vend qu'un certain nombre d'assurances. On vend l'assurance maladie, on vend l'assurance auto, je ne sais pas si c'est ça le nom. Et puis après, maintenant, il y a les assurances études qui sortent de plus en plus du lot. Et puis les assurances vieillesse, tu vois. Mais il y a les assurances tout risque, normalement, qui devraient être mises en place et... je sais pas, le Gabonais n'a pas le concept de l'assurance intégré dans son fonctionnement, tu vois. Parce qu'on se dit, je construis ma maison, elle va pas forcément brûler. Donc, souscrire à une assurance, payer chaque année pour une maison qui n'a jamais brûlé, ça sert à quoi, tu vois. Et du coup, toi, en tant qu'assureur, qu'est-ce que tu pourrais me dire à moi, par exemple, qui n'est pas d'assurance tout risque, qui ne se contente que de l'assurance études de son fils et de l'assurance maladie CNAM-GS, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais me dire en tant qu'assurance ? Allez, vends-nous ton produit. Donc déjà, avant de venir ici, moi, j'avais ce préjugé-là que
le Gabon n'avait pas cette culture de l'assurance. J'ai Mhm. été agréablement surpris, comme tu Mhm. disais tout à l'heure. Mhm. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance Mhm. au Gabon, Mhm. mais je pense que les gens ne sont pas assez informés sur l'importance de l'assurance. Mhm. Parce que l'assurance, c'est pour c'est prévenir des éventuels risques. Et le risque, il est aléatoire, il est voilà. On ne sait pas quand est-ce que tu peux avoir une tempête qui va te ravager le toit, des éboulements. Il y a des gens qui construisent dans des zones un peu à risque. Mhm. L'éboulement est si vite arrivé et tu ne peux pas souscrire à une assurance. Donc, tu n'auras qu'à te pour pleurer. Ouais. C'est dans ce sens-là de souscrire à une assurance, c'est important. Mhm. Après, je comprends que pour un Gabonais lambda, parce que passons à l'expression, souscrire à une assurance de 20 000 par mois, par exemple, quand on sait que la personne peine à manger. Mhm. Avec 20 000, moi j'ai un carton de poulet, un sac Voilà, de c'est riz, ça, le en bidon fait. d'huile. Hein. La personne a peut-être eu vent des assurances, Mhm. a peut-être été informé sur les assurances, Mhm. mais il a le choix entre assurer le carton de poulet et souscrire à une assurance Mhm. pour garantir d'un risque. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Mhm. Le choix est vite fait, en fait. Ouais. C'est juste ça. Exactement. Et moi, je voulais rebondir là-dessus. Ça me fait réfléchir. Tu vois, hier, je regardais les stories de WhatsApp de mes amis et je suis tombée sur celle de Magdalena. Bisous, la copine, si tu passes par là. Elle se plaignait du fait que son compteur d'électricité prend souvent feu après les délestages. Donc, quand il y a une coupure, que le courant revient, il y a un petit départ de feu ou des étincelles dans son compteur. Elle a fait intervenir la SEG. Hein. Elle dit qu'elle a fait remonter l'information, mais que depuis, ils ne sont pas passés. Quand on a une situation comme celle-là, on peut se retrouver vite fait dans un départ de feu qui se change en incendie, en fait. Et aujourd'hui, il y a énormément de délestage. Aujourd'hui, il y a des gens qui, encore derrière la maison, allument les feux. En fait, l'accident, ça a bien la définition que ça a pour une raison. C'est un événement qui survient de manière inattendue. Et se protéger en souscrivant aux maisons d'assurance ou à une assurance précise, c'est faire en sorte que l'accident, quand il arrive, ne fasse pas que nous tuer, quoi. Que ça ne fasse pas que nous priver de notre maison, etc. C'est s'assurer que si on se retrouve face à un accident, on peut être accompagné pour se reconstruire. Exact. Donc, moi, voilà ce que je pouvais dire aux gens. Maintenant, mon ami est assureur. Je suis obligée d'aller me faire assurer. Parce que je suis en train de tenir les grands discours ici. Je vais y penser pour l'année prochaine, vu que on est en fin d'année. Je vais y penser pour l'année prochaine à essayer de souscrire à un peu plus d'assurance pour moi, pour les enfants et pour les biens que je possède, quoi. Après, j'ai appris que quand je suis entré dans le milieu, par exemple en France, avec ta carte bancaire, tu as certaines garanties d'assurance auxquelles tu as souscrit et auxquelles tu n'es plus obligé de souscrire, par exemple. Par exemple, avec la carte bancaire, en fonction du site sur lequel par exemple, si tu as envie de voyager, avec ta carte bancaire, tu paies un billet d'avion. Et en fonction du site sur lequel, il me semble, en fonction du site sur lequel tu paies ton billet, tu as déjà l'assurance voyage qui est incluse. Et donc, il y a d'autres personnes qui ne savent pas, qui payent leur voyage et qui souscrivent encore par la suite à une assurance voyage. Et c'est comme ça que les gens... C'est pour ça qu'on dit que les assureurs sont des voyous, sont des malhonnêtes, parce que ils le savent souvent, le plus souvent ils le savent, ou c'est marqué en petit caractère en bas du contrat, mais ils te voient venir souscrire à une assurance en doublant, entre guillemets. Ils vont pas te dire non, vous avez déjà non, mais si ça peut faire entrer de l'argent. Ok, en tout cas, je pense que j'ai couvert la quasi-totalité de mes inquiétudes par rapport à ton travail. Donc, on a parlé costume-cravate, maintenant on va parler manuscrit. Et du coup, comme je disais dans l'entame de cet épisode, je disais que tu as écrit Souvenir, qui est ton premier livre, qui est un roman autobiographique que tu as rédigé alors que tu étais très jeune, je pense que tu avais 17 ans. Donc, moi, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête d'un adolescent qui décide d'écrire sur sa propre vie, aussi jeune. J'ai été beaucoup marqué par un roman que j'avais lu au lycée. Donc, L'enfant noir de Kamara Lai. Et donc, dans ce roman,
le romancier donc dépeint avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de sensibilité l'enfance qu'il a vécue dans Guinée-Conakry, et l'apprentissage de la forge avec son père. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que je me suis reconnu dans ça. Comme je disais préalablement, donc j'ai grandi avec mon grand-père, j'ai été élevé un peu voilà, à la dure, il m'a appris des trucs. Et donc, je me suis dit, ah tiens, il faudrait qu'un jour, et justement dans le livre, je rends beaucoup hommage à mon grand-père. Donc, c'était une manière pour moi de rendre hommage à mon grand-père et de transmettre aussi un peu, essayer de transmettre, sinon le sentiment que l'auteur m'a transmis en lisant son œuvre. Donc, la nostalgie, la famille, les valeurs africaines, c'est ce que je voulais retransmettre dans mon livre. Et Souvenir, c'est un des livres que je n'ai pas lu. L'un des rares livres que je n'ai pas lu parce que je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais Galbert est passé mon auteur gabonais préféré. En fait, je lis tous ses livres depuis, je crois, Ici mais d'ailleurs. Voilà, je lis tous ses livres qui sortent et j'ai même l'avantage d'être sa lectrice préférée. Et tu n'as pas le droit de dire le contraire. Parce que, non, je ne dirais certainement pas le contraire. Voilà, il ne faut pas dire le contraire parce que je lis beaucoup et il lui est arrivé de m'envoyer des œuvres pour que je lise avant tout le monde. Le privilège. Et surtout, pour la petite parenthèse, non seulement elle lit mes œuvres et elle me fait des retours. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Faites les retours à mon ami. Faites les retours sont importants. Voilà. C'est important pour un auteur de savoir ce qu'il a suscité chez ses lecteurs. Exact. Donc voilà, allez faire des retours à mon ami. Tout à l'heure, il va nous dire ses réseaux sociaux. Mais on revient à la question. Donc comment le fait d'avoir publié ton premier livre a transformé ta vie ou ta perception de toi-même? Tu nous as dit avoir manqué de confiance. Donc, comment est-ce que ton premier livre et les retours éventuels que tu as eus sur lui ont impacté ta vie en tant qu'adolescent auteur? Après, pour Souvenir, malheureusement, il n'y a pas vraiment eu de retour parce que c'est une œuvre, comme tu l'as si bien évoqué, que les gens n'ont pas forcément beaucoup lu. Non seulement parce que le prix est assez décourageant, même pour ceux qui sont en Europe avec moi. Et c'est combien? En fait, c'est la maison d'édition qui fixe le prix. Il est à 21 € de mémoire, si je dis pas de bêtises, ou 25. En fait, ça dépend du site sur lequel tu achètes parce qu'il y a des frais de port et tout ça. Et donc, c'est à peu près ce prix-là qui est un peu réticent. Donc, pour me répondre à la question, je vais peut-être pas m'appuyer sur ce livre-là parce que j'ai pas eu beaucoup de retours. Après, pour les autres, les gens qui ont lu, ils ont assez bien apprécié. Quant aux rares avis négatifs que j'ai lus, même dans les avis négatifs, je me suis toujours appuyé sur les points d'effort. Les points d'effort. Même dans un avis négatif, j'essaie toujours de tirer le meilleur. Si la personne a émis un avis négatif, je suis peut-être naïf, c'est que la personne a quand même pris le temps d'acheter et de le lire. Et de lire le en fait, les critiques négatives sont parfois les plus constructives. Les critiques négatives te permettent de voir, et surtout si c'est fait de manière bienveillante. Si quelqu'un vient te dire, oui, mais tu as copié, ou je sais pas, ça renvoie trop à l'enfant noir et tout. Tout de suite, tu te braques. Si tu n'as pas, je sais pas, l'éveil de te dire que bon, il veut quand même me faire évoluer. Mais si quelqu'un vient te dire que j'ai beaucoup aimé, ça ressemble assez à l'enfant noir, mais je pense que tu pourrais faire mieux, etc. Là, ça te pousse un petit peu, ou ça te pousse plus aisément à travailler un peu plus pour les prochains, quoi. Exact. Et du coup, je sais que tu écris quasiment tout le temps. Je pense que je n'ai jamais, ou c'est peut-être aussi parce que tu es l'un des seuls auteurs dont je suis aussi proche, je n'ai jamais vu quelqu'un écrire aussi souvent. En fait, tu es tout le temps en train de travailler sur un livre. Tu écris 10 000 livres par année. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un simple moyen pour raconter des histoires, ou bien est-ce que c'est une thérapie? Quelle est la place de l'écriture dans ta vie, Galbert? C'est un peu de tout ça, un besoin et une thérapie, mais juste un plaisir. Besoin de thérapie parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, je parle pas beaucoup, et du coup je trouvais dans l'écriture le moyen d'extérioriser
ce que parfois je n'arrive pas à trouver, enfin, ce que j'arrive pas toujours à dire de vive voix. J'arrive à poser des mots sur des mots. Et voilà, donc c'est une thérapie et également un plaisir parce que quand j'écris, j'aime transmettre des émotions, j'aime évoquer des sujets ou des thèmes qui me tiennent à cœur. Par exemple, voilà, comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc souvenir, donc l'enfance, l'adolescence, la famille, les valeurs africaines. Ici, mais d'ailleurs, donc il y a le l'amitié, le pardon, et donc dans le roman actuel, donc le dernier en date, la virtuose, c'est la résilience. Voilà, donc c'est des thèmes que j'aime aborder, que à travers les livres à travers lesquels je transmets certaines émotions et je permets aux lecteurs de voyager. Et à quel moment tu te dis qu'il est... comment est-ce que tu réalises que c'est le moment pour toi d'écrire? Déjà, à quoi dans la tête d'un auteur? Il y a quoi dans la tête d'un auteur et comment est-ce que les histoires lui viennent? Comment est-ce que... Je sais pas moi, j'ai tellement d'inspiration. Je te disais déjà que tu touches ici, tu parles... Tes histoires ont toute la cruauté, il faut le dire, la cruauté d'être cruelle. Et du coup, je me dis, tout à l'heure, je te charriais en te disant que ça va, Galbert, parce que j'ai l'impression que dans tous tes romans, les gens meurent. Je sais pas, tu es sûr que ça va dans ta tête. Mais du coup, il y a quoi dans ta tête qui fait que tu écrives aussi bien, que tu parviennes à transmettre aussi bien les émotions? Parce que je ne compte plus le nombre de fois que j'ai pleuré en lisant des livres de toi, que j'ai pleurer dans tes oreilles. Galbert, j'ai découvert que telle personne est décédée. Le nombre de fois que j'ai pleuré sur mes stories Instagram quand je partageais des pages que j'avais lues, je compte vraiment plus. Et du coup, je suis curieuse de savoir ce qui fait que là, tu sais qu'il faut que tu écrives. Et là, tu sais que telle personne doit mourir. Comment est-ce que ça te vient? Il y a quoi dans ta tête, Galbert? Et dans la tête à part les meurtres, je veux dire. Dans la tête d'un écrivain, c'est tout un univers qu'il y a à l'intérieur. Et donc, concernant comment je sais que je dois écrire, déjà, pour répondre à une des questions que tu as posées, d'où me vient l'inspiration? Après, je vais dire peut-être que je suis un sorcier, comme je suis né à Ndéndé. Il est né à Ndéndé, n'oubliez pas les 9 août. La plupart des œuvres que j'ai écrites me venaient, enfin, c'est des rêves que je faisais. Et de ces rêves-là, j'en ai tiré des intrigues. C'est le cas, par exemple, de l'exilé de Dunganon. Effectivement, moi, j'avais rêvé d'un ours qui attaquait un village et tout ça. Donc, j'ai tiré mon intrigue de ce rêve-là. Et voilà, donc, le plus souvent, c'est des rêves ou sinon des thèmes. Ah, tiens, j'aimerais bien écrire sur ce thème-là. Et donc, j'ai déjà l'idée du thème sur lequel je vais écrire. Et après, l'intrigue me vient juste comme ça. Ouais. Et du coup, tu as combien de livres aujourd'hui? J'ai envie de faire une blague pourrie. Tu as déjà écrit combien de livres? Ceux qui sont déjà disponibles, édités, j'en suis à 6. Ok, donc il reste 3 livres pour qu'il ait exploré les 9 routes de Ndéndé. Exactement. Oui, il lui reste 3 livres. On va dire que chaque livre là qu'il a eu là, c'est ça. Voilà, ça correspondait à une route. Maintenant, il a 6 livres. Soyez attrapez vos triples là-bas parce qu'il lui manque 3 livres qui va nous sortir bientôt. En tout cas, nous, c'est tout ce qu'on souhaite. Et du coup, après avoir écrit sur ta propre vie, dans Souvenir, tu t'es tourné vers le roman d'aventure dont tu parlais, L'exilé de Dunganon. Le nom, il te vient d'où? Est-ce que c'est une ville qui existe ou bien, comme à ton habitude, tu l'as créée? Et comment est-ce que la transition s'est faite de la réalité au monde imaginaire, à un monde créé de toutes pièces? Déjà, l'inspiration, c'est parce que m'intéresse beaucoup à d'autres cultures. Donc, la culture maori, irlandaise, écossaise, c'est des folklores écossais, c'est des trucs que j'aime bien. Et Dunganon, justement, c'est une ville qui existe en Irlande. Et donc, l'œuvre en lui-même, ça inspire beaucoup du folklore irlandais. Et je ne me souvien plus de la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour passer de la réalité à la fiction? Et justement, oui, dans chaque œuvre que j'écris, je pense que d'autres auteurs seront d'accord avec moi. On s'inspire toujours de la réalité. De l'environnement immédiat. De l'environnement immédiat, c'est ça. Que ce soit dans la création des personnages, dans
l'atmosphère ou sinon l'environnement dans lequel le héros est appelé à évoluer, on s'inspire toujours de... Ok. Et puis, j'ai envie de raconter une petite anecdote. Ouais. Tu parles on s'inspire toujours de la réalité. Café au lait, les gens t'ont dit que c'était moi sur la couverture. Les gens sur Twitter ont littéralement attrapé sa veste en mode mais j'ai cru que c'était Darlene sur la couverture de Café au lait, etc. Et bon, du coup, ouais, je pense, parce que comme je disais au début, on travaille, lui et moi, actuellement sur une œuvre. Je vais pas trop en dire, mais il a constaté en lisant que il m'a posé une question assez personnelle à laquelle j'ai répondu franchement, parce que en écrivant, j'étais plus ou moins obligée de livrer une partie de moi. Et c'est pour confirmer ce qu'il dit, qu'on est parfois forcé de s'inspirer de notre réalité. Et les livres qu'il m'a aidé à éditer, c'est des livres pour enfants qui parlent carrément du quotidien avec Dimani. Déjà, dans le premier, je raconte ma fausse couche et comment est-ce que je l'ai expliqué à Dimani. Et dans le second, c'est le fait que il est temps pour lui de grandir et il doit arrêter le néné. Donc vraiment, pour mes livres pour enfants, je me suis clairement inspirée de ma réalité. Et pour le projet sur lequel on travaille tous les deux, j'ai mis des morceaux de moi, quoi. Après, évidemment, je vais brouiller les personnages, je vais enrichir, je vais pas forcément rentrer dans les détails, etc. Mais je pense que c'est un peu obligatoire pour que l'œuvre soit authentique. Vu que les idées, elles volent dans les airs, et la première personne qu'elle attrape va l'étaler sur un papier. Et du coup, pour éviter que nos travaux ressemblent à ceux des autres, on est obligé de mettre un peu de nous, en fait. Moi, je pense ça. Et c'est justement pour enrichir ce que tu es en train de dire, on est obligé de mettre un peu de nous, et c'est justement ça qui fait la particularité des auteurs. Exactement. Parce que chaque auteur est unique. Que ce soit c'est vrai qu'on a les thèmes ont déjà presque tout été abordés dans la littérature. Maintenant, ce qui va différencier un tel livre d'un autre, c'est le style de la personne. Et voilà, donc chaque auteur a son style d'écriture, sa sensibilité, et voilà, chaque auteur est unique. Ok. Alors, quel est le livre que tu as préféré écrire ? Quel est celui qu'à ton avis, tous les trentenaires ou toute trentenaire qui se respecte doit avoir lu? Ou encore, quelle leçon souhaites-tu qu'il tire de ce livre, en fait? Quel livre j'ai préféré écrire? C'est une question un peu compliquée, parce que ça revient à demander lequel de tes enfants tu préfères le plus. Ah ouais. Et on aime toujours un enfant plus que les autres. Oui, il y a toujours un chouchou. Il y a toujours un chouchou. Ça se bastonne entre Ici mais d'ailleurs et la virtuose. C'est peut-être parce que c'est des livres où je rends hommage à des personnes qui ont beaucoup marqué ma vie. Bon, Ici mais d'ailleurs, c'était mon frère, mon cousin, qui voilà. C'est exact, le personnage de Shanghai est textuellement inspiré de la personne. Et la virtuose, voilà, donc c'est ma sœur. Je l'ai pas eu beaucoup connue, malheureusement, mais le peu de temps que j'ai passé avec elle m'a beaucoup marqué. Et donc, l'autre volet de la question... Si un trentenaire devait lire un de tes livres, lequel ça devrait être et quelle leçon voudrais-tu qu'il en tire? Si un trentenaire devrait lire un de mes livres, je dirais plutôt La Virtuose, parce que c'est quelqu'un qui parle... C'est un roman qui parle donc de l'évolution d'une demoiselle qui veut vivre de sa passion, de son art, et qui est confrontée à un certain nombre de difficultés. Et malgré ça, elle tient bon, et elle va au bout de ses rêves, et donc ça enseigne la résilience. Et voilà, donc dans la vie dans laquelle nous vivons actuellement, c'est tellement compliqué, et si on n'est pas résilient, on lâche à la première difficulté. Donc voilà, pour tout trentenaire, surtout quand on est dans la trentaine, pour certaines personnes, on se dit que la vie est finie, voilà, on ne pourra plus accomplir certaines choses. Il faut avoir une certaine résilience pour toujours aller au bout de ses efforts. Et voilà. Donc, La Virtuose. Ouais. Donc, lisez La Virtuose. Elle est disponible sur Amazon. Pour le moment, uniquement sur Amazon. Il n'a pas envoyé d'exemplaires au Gabon. Mais lisez La Virtuose. Moi, je suis dessus et je lui faisais déjà les premiers retours. Je lui disais que j'aime... Parce que le premier livre que j'ai lu, comme je disais, c'est Ici mais d'ailleurs. Ensuite, il y a eu
Par-delà les mers. C'est ça. Après, il y a eu Café au lait. Café au lait, quand même, j'avoue, j'ai duré dessus. Et puis, là, il y a La Virtuose. Je suis au chapitre 4. J'ai commencé il y a 3 jours. C'est la première fois que je lis aussi vite. Mais je vous assure que l'évolution du style est remarquable, c'est palpable. Et je vous dis que je suis au 4e chapitre en seulement 3 jours pour vous dire à quel point il a énormément évolué et le choix des mots est magnifique. Franchement, il a bien choisi ses mots et l'intrigue est déjà installée au 4e chapitre. L'intrigue est déjà là. Il y en a tellement. Lisez La Virtueuse. Il y a une forme de naturel. Il y a une forme de sensibilité. Il y a beaucoup de choses à découvrir et il y a des leçons de philo. Carrément, il y a des leçons de philo. Et il y a le fait que il y a un personnage en particulier, Salissou. Je ne vais pas spoil, mais c'est un personnage qu'on connaît tous en fait, tous plus ou moins. Tout le monde a un Salissou dans sa vie, pas de manière que c'est un proche à nous, mais nous tous on a vu un fou qui est très intelligent. Je veux dire un malade mental qui est très intelligent et dont on se demande ce qu'il fait dans la rue en fait. Quelqu'un qui a autant de potentiel, autant de connaissances. Et tu lui poses une question, il répond par une autre question qui te fait te poser 10 000 questions, en fait. Exact. Donc, allez lire Virtuose. Moi, je n'ai pas encore fini, donc je peux pas vous dire si la leçon à retenir, c'est la résilience, mais allez lire Virtuose, quoi. Faites la commande sur Amazon, faites en sorte de vous le faire parvenir, et puis n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux pour lui donner votre avis sur le livre. Donc, voilà. Alors, tu as publié ton tout premier livre en maison d'édition et puis tu as découvert l'auto-édition. C'est le volet sur lequel tu m'as plus ou moins initié. À vrai dire, lorsque j'ai fait les livres, je me suis dit je vais passer par une maison d'édition, mais après, comme par rapport à ses retours, je me suis dit je vais d'abord voir avec lui. Et dès que je lui en ai parlé, il m'a dit non, passe par Amazon. Et pour ceux qui savent, Amazon, c'est l'auto-édition quasi obligatoirement. Et donc moi, j'aimerais savoir quelles sont les principales différences à ton niveau entre ces deux chemins. Quels sont les avantages et les complexes éventuellement pour un auteur qui se lance aujourd'hui dans l'auto-édition ou dans l'édition via une maison d'édition. L'avantage avec déjà, je commence par la maison d'édition, c'est que en fonction de la maison d'édition où tu soumets ton œuvre, tu jouis d'une certaine notoriété. Tu as un service qui est là pour t'accompagner dans tout ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire ça peut être que ce soit la publicité ou la mise en forme donc, de ta couverture. Tu peux être invité, donc, en fonction du contrat auquel tu souscris avec la maison d'édition, tu peux être invité à un certain nombre de cafés, d'événements. Tu peux être invité à exposer ton livre dans des librairies. Voilà, donc il y a des avantages, donc c'est pour la maison d'édition. Et l'auto-édition, l'avantage c'est que tu as le contrôle. Tu fais le travail de la maison d'édition, donc tu as le contrôle absolu sur ton œuvre. Tu es libre de fixer tes prix. Tu choisis la couverture que tu veux donner à ton œuvre. Tu fais ta publicité. Tu fais ce que tu veux. Tout ce qui est communication, marketing. En fait, tu as le contrôle absolu sur ton œuvre. Que ce soit en termes de redevances, tu perçois l'entièreté des fonds que génèrent tes œuvres. Alors, c'est les grands avantages que je peux dire de la maison d'édition et de l'auto-édition. Maintenant, concernant les inconvénients pour la maison d'édition, il y a des maisons d'édition en France qui sont à compte d'auteur, c'est-à-dire tu jouis juste de l'enseigne de la maison d'édition, mais tout ce qui est marketing, publicité, tu dois gérer tout seul. Tu paies pour tout. Tu paies pour tout, pour les services, donc tu paies pour la réécriture, tu paies pour la maquette de ton livre, tu paies pour la personnalisation de la couverture. Si tu ne veux pas que la maison d'édition t'impose une couverture et que tu souhaites que ta couverture soit personnalisée, tu dois payer pour tout. Et concernant donc l'auto-édition, et justement c'est ça, c'est le travail qu'il y a derrière. Donc tu es perçu comme un auto-entrepreneur. C'est-à-dire que tu crées ton œuvre, tu te charges donc de la communication de ton œuvre et de la vente de ton œuvre. Tu es au four au moulin, on va dire. Donc tu suis ton œuvre de A à Z. C'est assez prenant. Il faut être passionné, il faut aimer ce que tu fais et croire en ce que tu fais pour mener à bien l'auto-édition. Sinon, tu abandonnes en fait.
Ok, d'accord. Et moi, aujourd'hui, je partage ton avis parce que il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai contacté des maisons d'édition au niveau du Gabon dans l'espoir de faire éditer mes livres ici parce que je me suis dit, tu me connais, hein, je revendique le consomme gabonais, consomme local, la culture gabonaise, le travail des Gabonais avec les Gabonais pour les Gabonais, etc. Donc, je me suis rapprochée de quelques maisons d'édition gabonaises avec les encouragements de mes abonnés. Et ça coûte deux reins. Ça ne coûte pas qu'un rein, ça en coûte deux d'éditer un livre au Gabon. On va te donner un montant pour les frais d'inscription dans la maison d'édition pour qu'on te compte désormais parmi les auteurs. Ensuite, on va te donner un montant pour la relecture de tes documents. Et c'est un montant par page que tu dois multiplier par le nombre de pages, à multiplier ensuite par le nombre de manuscrits que tu déposes chez eux. Ensuite, tu as le fait, comme tu dis, que si tu veux personnaliser la couverture, si tu veux changer quelque chose, si tu veux... Et on te parle de payer la publicité, payer la communication, les événements qui sont organisés éventuellement pour promouvoir ton travail. Tu dois payer pour ça et tout. Je me suis dit, bon, écoute, je peux dépenser, je sais pas moi, 100 000 pour faire la sortie de mon livre toute seule. Je n'aurais qu'à négocier, pourquoi pas avec Nébuleuse, Space Cadet, leur espace pour pouvoir positionner des chaises, pour dire que je fais la promotion de mon livre ici. Je prends un cocktail avec les 100 000 francs, etc. Plutôt que d'aller dépenser 1,5 million pour un livre que je n'ai pas encore vendu un seul exemplaire. Pour un livre dont tu n'es pas sûr d'avoir donc je ne suis pas sûre d'avoir un retour sur investissement. Je me suis dit, bon, écoutez, autant faire comme Galbert a proposé ou comme Galbert m'a recommandé. Je me lance dans l'auto-édition, on va voir ce que ça va donner. Si l'expérience se passe bien, on continue comme ça pour les prochaines œuvres. On croise les doigts, il y en aura d'autres. Et si ça se passe pas trop bien, au moins je n'aurais pas dépensé grand-chose, quoi. C'est comme ça que c'est ce que je me suis dit. Et puis, excuse-moi de t'interrompre, et c'est comme ça, en fait, c'est dommage, parce que sans pourtant cracher sur des éminents auteurs comme ceux qu'on connaît, les Sylvine Sam, et il y a beaucoup d'auteurs gabonais, recueillent beaucoup de talents. Il y a beaucoup d'auteurs gabonais, mais qui ont... qui sont limités. Voilà, qui sont limités par les prix, par les conditions d'adhésion aux maisons d'édition locales, quoi. C'est dommage. Et ça tombe bien que finalement tu m'aies interrompu pour parler des autres auteurs gabonais, parce que la question que j'avais par la suite, c'était plus ou moins pour parler de l'accompagnement que tu fais avec les autres auteurs, parce que j'ai fait mes classes et puis je suis ta pote, c'est ça l'avantage, donc je te connais. Pour avoir échangé avec d'autres auteurs de ma communauté d'Instagram surtout, je fais un petit big up à la grande Oropina qui passe par là, qui passe assez souvent par là, qui me laisse quelques commentaires de temps en temps. Je sais que elle aussi, tu l'as aidée à auto-éditer, à même finaliser son livre. Et du coup, quand on sait qu'en général, les Gabonais n'aiment pas partager leurs bons plans, histoire de minimiser la concurrence, ou bien je sais pas, qu'est-ce qui te pousse, toi, à encourager les gens, à tout va comme ça, comme si ta vie en dépendait, en fait? Tout simplement parce que je suis un garbien. Non, mais plus sérieusement, c'est ma nature. J'ai toujours été quelqu'un de très altruiste. J'aime aider les autres. Je me dis... Aucune humilité, hein? Non, je me dis que j'aime aider les gens quand je peux, quand c'est à mon niveau, c'est à mon échelle, si ça dépend de moi et que je peux apporter de l'aide à quelqu'un, je le fais. Et puis, on va dire, le domaine, la littérature et l'écriture, c'est un domaine tellement vaste. Chacun peut y trouver sa place. Pour revenir à ce que je disais, précédemment, chaque auteur est unique. Donc, il n'y a pas de concurrence en tant que tel. Ouais. Chacun peut y trouver sa place. Chaque auteur peut trouver sa clientèle ou sinon ses lecteurs. Peut-être le mot est plus adéquat. Ouais. Chaque auteur peut trouver ses lecteurs. Chaque auteur est unique. Chaque auteur a sa manière d'aborder un thème. Chaque auteur a sa manière de parler d'une histoire, de transmettre des émotions et susciter les émotions chez les lecteurs ensuite. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'aider les gens. Oui, en tout cas, tu fais bien. Tu fais bien. Je pense qu'on a besoin de plus de gens comme toi pour
faire évoluer la culture gabonaise, quoi. De plus de gens qui sont capables d'accompagner et de partager leurs tips. Et surtout, je me souviens que mon premier livre, on s'est retrouvé à essayer de le poster. Limite, c'est toi qui m'as créé le compte. Ouais. Et donc, voilà, franchement, déjà, merci pour ça. Et ne lâche pas, ne change pas. Ne deviens pas égoïste. Voilà. Et alors, moi, je suis une grosse bibliophile. Mon beau-père m'a initiée à la lecture très jeune. Je pense que j'avais 8 ans. Je lis depuis ma plus tendre enfance, mais le problème, c'est que je lis très lentement. Okay, mais j'adore ça. Respirer l'odeur des bouquins, tourner les pages, découvrir les personnages. Et du coup, étant donné que j'aime ça et que généralement, via mes réseaux sociaux, je partage les trucs que j'aime, il y a quelques années, je faisais des retours sur mes différentes lectures sur mes réseaux sociaux. À l'époque, je faisais ça pour faire découvrir, pour recommander ou encore susciter les échanges avec mes abonnés. Mais avec le temps, c'est devenu un concept à la mode. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'ai lancé le concept. Hein, ça existait depuis, tu vois. Mais sauf que je pense que le fait d'avoir ajouté le hashtag dans mon feed, ça a fait que les algorithmes m'ont envoyé énormément de gens qui faisaient la même chose que moi, tu vois. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les autres lisaient 3, 4 à 5 livres par mois. Quand moi, je prenais 1 mois et demi, voire 6 mois pour finir un livre parce que j'aime prendre mon temps, comprendre les personnages, digérer les émotions et tout. Et du coup, j'ai fini par me reprocher de ne pas lire assez vite. Et puis après, j'ai arrêté de poster les retours. Je lis une page qui m'intéresse avec une phrase qui m'intéresse, je la surligne et je poste sur ma story Instagram. Donc, c'est passé du feed à ma story uniquement, sachant que la story n'a pas le même impact qu'une publication permanente. Et moi, j'aimerais savoir, j'ai l'impression qu'à une époque, on lisait pour le plaisir de s'enrichir, pour le partage, etc. Mais que maintenant, on le fait pour créer du contenu, pour montrer aux gens que nous aussi, on lit. Parce qu'on dirait que c'est la mode d'être bibliophile. Ça donne l'impression, ça donne un air d'intelligence et tout ça. Et du coup, en tant que fier trentenaire, toi, en tant qu'auteur, penses-tu que l'écriture et la lecture ont aujourd'hui une place différente qu'il y a 10 ou 15 ans, notamment avec l'essor des réseaux sociaux? Oui, je pense que la lecture a une place différente aujourd'hui. Bon, on ne va pas se mentir, à l'époque, certaines personnes, dont moi, je suis un exemple parfait. J'ai été initié à la lecture. Moi, c'est vrai que j'ai pris du plaisir à lire certaines œuvres, mais il y a d'autres œuvres, il fallait les lire parce qu'il fallait avoir les œuvres comme Médecin malgré lui, le Père Goriot, Marcel Pagnol. Il te parle de sa mère dans un bled paumé de la Provence. Toi, tu es un gars des Dédés. Aucun rapport. Oui, donc il y avait ce rapport-là à la lecture. Après, au fil du temps, en grandissant, on en prend goût à la lecture. Effectivement, tu fais bien de l'évoquer. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est pour se donner un genre. De lire, voilà, je lis telle œuvre et voilà, je suis cultivé, je lis telle œuvre. Et je trouve ça désolant parce que il y a certaines personnes, même souvent sur les réseaux sociaux, qui te permettent ils se permettent d'apporter des jugements sur ta lecture. Oh, si tu lis ça et que tu lis pas ça, t'es pas assez raffiné. Chacun ses goûts, en fait. La lecture, c'est selon la sensibilité de chacun. Les auteurs, comme je disais déjà précédemment, chaque auteur a ses lecteurs. C'est juste ça. Et oui. Et il n'y a pas que de mauvais côtés dans ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai que tout est digitalisé. Grâce à ça, il y a certaines œuvres qui sont passées aux oubliettes au moment où elles ont été publiées, qui se font une nouvelle santé aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Grâce également donc, aux réseaux sociaux. Donc, voilà, il n'y a pas que du mauvais. Bon, alors, là, je me sens un petit peu piquée quand tu dis que les gens se permettent de donner un jugement sur les lectures. Je suis désolée, les gens qui lisent les livres de développement personnel, là, on n'est pas du tout ensemble, en fait. Mais comment ça? Je suis désolée. Je vous juge. Je vous juge.
Franchement, vous qui lisez tous les livres de développement personnel, oh, père riche, père pauvre. Oh, machin, non, ça me fatigue. Franchement, en fait, ça, pour moi, quand même, pour moi, c'est pas de la lecture. Pour moi, bon, après, tu diras, il y a des styles, tu vois. Moi, je suis livre aventure, livre qui raconte le quotidien, les romans, etc. Mais si tu me parles théâtre, je me racle la gorge. Tu me parles de style développement personnel et tout. Les livres des coachs, là. Ah, Seigneur. Après, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a certains livres du développement personnel qui en valent le coup. Moi, par exemple, moi aussi, j'étais comme toi. Hein. Après, bon, je suis toujours comme toi, mais il y a une œuvre qui m'a beaucoup marqué. C'est ta deuxième vie ne commence et quand tu te rends compte que tu n'as qu'une seule vie. De Giordano. Bon, ce livre-là, c'est... Je note qu'il faut quand même que je lise ça. Je pense que s'il y a un livre qu'il faudrait tirer du lot, parmi tous les livres de développement personnel, du moins ceux que j'ai lus, c'est ce livre-là en particulier. Mais sinon, pour le reste, on est d'accord. C'est... Franchement, les livres qui fatiguent. Parce que souvent, je vois des gens, genre, ils jurent trop qu'ils lisent parce qu'ils lisent les livres de développement personnel. Ouais. Non, vous n'êtes pas des lecteurs. En fait, vous êtes en train de prendre des leçons. C'est comme les livres qu'on nous obligeait à lire à l'époque où on était, je sais pas moi, où on était au lycée ou au collège, qu'on lisait parce qu'on était obligé. Mais vous lisez ça, c'est parce que la plupart, c'est vos coachs. Parce que vous recherchez des informations pour je sais pas moi, pour changer votre façon d'être. Vous lisez, hein. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Vous lisez, mais on n'est pas ensemble. Voilà. Je dis ça comme ça. Et à ton avis, est-ce que tu considères que pour être un bon... qu'il faut être un bon lecteur pour bien écrire? Beaucoup d'auteurs te diront oui. Je pense qu'ils ont peut-être raison, mais dans ce domaine-là, je suis un très mauvais élève. Je suis un paradoxe à moi tout seul parce que j'écris beaucoup, certes. Mais ce qui est de la lecture, non, je lis pas beaucoup. Et pourquoi tu ne lis pas? Est-ce que tu as peur d'être influencé par les œuvres des autres? Non, au contraire, justement, ils demandent les autres. La plupart d'auteurs demandent de beaucoup lire parce que ça peut aider à améliorer ton style, à évoluer en termes d'écriture. Et moi, je lis pas beaucoup. Je vais pas te cacher, c'est par flemme en fait. Et, ouais, au niveau de la lecture, j'ai trop la flemme. Pour que je lise beaucoup, il faudrait que le livre m'ait vraiment, voilà, que ça en vale la peine, quoi, que ça m'a vraiment marqué, que c'est vraiment waouh. C'est pour ça que mon genre de prédilection, c'est la fantasy. Parce que voilà, c'est le fantastique, tu voyages, tu imagines des scènes et voilà, ça te fait voyager. Mais les livres trop sérieux, un peu comme par exemple, je veux dire quoi, le monsieur qui parle de sa mère qui est morte, j'ai oublié le nom. Albert Camus. Ah, ça, c'était un de mes livres préférés. Hein. Albert Camus, L'étranger. Albert Camus. Voilà. C'est un des seuls livres, d'ailleurs, qu'on m'a forcé à lire au lycée, que j'ai apprécié. Hein, oui. Il y a ça, et puis il y a Féminin interdit. Féminin interdit, c'est vraiment le summum de mes livres. Féminin interdit. L'étranger d'Albert Camus. Et quoi? Je pense Le Pagne Noir, c'est le premier livre que j'ai lu en 6e. Le Pagne Noir, j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est pas Corona. Dadier. Christian Dadier ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est vraiment mes 3 livres que je suis sortie de l'école avec ça et c'est des livres que j'apprécie. Je les ai même rachetés, mais malheureusement ou heureusement pour moi, ma fille est bibliophile aussi. Sauf qu'elle n'accorde pas la même importance que moi aux livres. Sauf si c'est elle-même qui les achète. Donc si moi j'achète un livre, elle va lire, elle va venir te dire « Ah maman, c'était trop bien, machin. Le livre est où? Oh, je sais pas. Je l'ai prêté à quelqu'un et tout. » Donc c'est les seuls livres de ma période lycée-collège que j'ai racheté parce qu'ils m'ont beaucoup plu, quoi. Donc voilà. On a quasiment fini notre échange. Moi, j'aimerais savoir quels sont les... Malheureusement, comme je n'ai pas préparé l'épisode via les réseaux sociaux, j'aimerais savoir quels sont les... Je vais poser la question à la place de l'abonné. Quelles sont les erreurs que tu fais fréquemment, que tu pourrais... éviter à un auteur en le conseillant sur l'opposé des erreurs en question. Je ne sais pas trop comment formuler la question. J'espère que tu vois que... Voilà. Quelles sont les erreurs que tu commets fréquemment que tu pourrais éviter à d'autres auteurs? Tout à l'heure, on évoquait le fait qu'un auteur, c'est celui qui doit beaucoup lire. Et l'erreur que je fais fréquemment, c'est que je ne lis
pas assez les livres que j'écris. Ok. En fait, ça me fatigue, en fait. Vu que je connais comment le livre commence, comment il se termine, du coup, le relire, ça me flemme, en fait. Mais voilà, ne faites pas ça chez vous. Lisez vos livres. Lisez vos livres. Et si vous avez, comme moi, la flemme de relire vos écrits, voilà, faites-le lire par d'autres personnes. Si vous avez un peu des sous, voilà, vous pouvez prendre des bêta-lectrices. C'est comme ça qu'elles s'appellent. C'est un nom chic. Donc, bêta-lectrice, bêta-lecteur. Ils vous jugent. Et voilà. Voilà, faites-vous aider. Donc, dans ce sens, je pense que c'est la plus grande erreur que j'ai faite, ne pas assez me relire. Parce que en même temps, je peux le dire, parce qu'il sait que je suis quand même franche là-dessus. Les premiers livres que j'ai lus de lui avaient beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de syntaxe qui tournaient un peu mal, etc. Et je pense qu'il aurait pu nous éviter ça s'il relisait, s'il faisait l'exercice de relecture de ses livres ou s'il les faisait relire par quelqu'un. Il aurait pu éviter ça. Mais bon, je suis bien contente de voir que Virtuose, c'est clean. Il y a un moment même où j'ai souligné une phrase, la phrase où la petite dit « Je suis heureux que tu aies mon père ». Tu vois ? Et le père la corrige en disant « Non, je suis heureux que tu sois mon père ». J'avais déjà souligné que tu es mon père. Là, je me suis dit « Ah, Galbert ». Mais après, j'ai vu qu'il avait corrigé, que c'était en fait une erreur de la personne qui parle dans le livre. Et vraiment... j'ai l'impression que pour ce livre-là, il a fait énormément d'efforts et c'est agréable, quoi. C'est agréable. Et justement, ouais, moi, je souligne ça. Il faut apprendre à relire. Et comme je te disais, hors micro, imprime ton document, relis-le tranquillement parce que je connais quelqu'un qui disait que c'est plus facile de voir des erreurs sur du papier que sur un écran. Donc, n'hésite pas à imprimer, n'hésite pas à faire appel à des bêta-lectrices. Et voilà. En gros... On va finir là-dessus. Avant de prendre ton mot de fin, tu vas nous dire quel conseil tu donnerais à un fier trentenaire qui peine à finir son œuvre ou qui ignore tout sur les maisons d'édition, sur l'auto-édition, mais qui tient absolument à publier. Le conseil que je pourrais donner, c'est le même que je te donne à chaque fois. Le plus dur, c'est déjà de commencer. Et si tu as commencé, va au bout, en fait. Peu importe le temps que ça prend. Après, quand je vous demande d'aller au bout, je ne vous demande pas de vous forcer, parce que ça ne sert à rien. Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien d'écrire ça un truc que tu n'aimes pas. Ça va faire que le truc va manquer en fait. d'authenticité. Exact. Ça ne sert à rien d'écrire un livre que tu n'aimes pas. Si tu ne l'aimes pas toi-même, sois sûr que le lecteur ne l'aimera pas non plus. Parce que quand tu écris, tu es habité de certaines émotions et tu transmets certaines émotions à l'auteur. Si tu écris un truc où tu t'es gazé ou tu as écrit parce qu'il fallait écrire, le lecteur, on s'en apercevra et il va zapper. Donc, voilà, il faut persévérer, il faut écrire, ne pas se forcer non plus, écrire, voilà, mais ne pas lâcher. C'est tout ce que je peux dire. Il faut persévérer, aller au bout de ce que tu as commencé. Parce que si tu as bien commencé, si tu as commencé, c'est parce que tu voulais bien qu'un jour ton œuvre soit lue. Et moi, je peux ajouter, Google is your friend. Vraiment, je dis ça tout le temps à tout le monde. Tapez sur Google comment publier un livre en auto-édition, les maisons d'édition gabonaises. Tapez sur Google, quoi. Google, c'est votre ami, c'est votre meilleur ami pour travailler, pour produire des projets, pour sortir des projets. Du coup, si vous avez besoin d'informations sur les maisons d'édition, Google is your friend. N'hésitez pas à aller sur Google. Et donc, on est arrivé au terme de l'épisode. Ça a été hyper agréable. C'est un ami, donc c'est facile. Et du coup, on va prendre ton mot de fin. Vraiment ton mot de fin pour les fiers trentenaires qui nous écoutent de manière générale. Je veux aussi, j'ai oublié que tu nous donnes tes réseaux sociaux. Donc, tu vas commencer d'abord par ça, tes réseaux sociaux, les moyens d'acquérir tes œuvres. Et puis après, tu diras un mot de fin à tous les fiers trentenaires, pas que les écrivains ou tes lecteurs. Donc, vas-y. Concernant donc, les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Facebook, La Plume de Galbert, et également sur Instagram. J'avais aussi créé une page Twitter, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec Elon Musk. Il a fait sauter ma page. Le petit Gabonais, il n'a pas assez d'abonnés. Mieux, on fait sauter sa page. Donc, il y a ça. Donc, Instagram et Facebook, La Plume de Galbert. Et concernant les œuvres, vous pouvez les avoir pour ceux qui sont en Europe ou pour ceux qui ont la possibilité de les commander. Vous pouvez les avoir en exclusivité sur
Amazon. Il y a certaines œuvres encore qui sont au Gabon, disponibles au Gabon, avec Darlene, donc Café au lait. Café au lait, ici, mais d'ailleurs, je crois. Oui. Café au lait, et puis non, Par-delà les mers. Par-delà les mers. Voilà. Donc, café au lait à 10 000 et. L'autre est à 7 000. À 7 000. 7 ou 5 5 000. 5 000. 5 000. Les gars, je connais les prix de tes livres plus que toi. C'est incroyable. Voilà, donc c'est ça. Et, concernant donc le message de fin aux fiers trentenaires que vous êtes, que nous sommes. Et les fiers trentenaires dans l'âme, ceux qui sont à la vingtaine, mais qui. Voilà, ou ceux qui sont à la quarantaine, mais qui sont à la quarantaine, mais qui estiment qu'ils sont encore. Big up à Mizi. Voilà. Lisez beaucoup. Peu importe le genre littéraire auquel vous avez. Sauf les livres de développement personnel. Si vous voulez lire les Harlequins, n'hésitez pas. Si vous voulez lire mes œuvres, n'hésitez pas. Mais par contre, si vous lisez mes œuvres, merci de faire des retours, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Ça m'aide à évoluer, ça m'aide à voir si je stagne, ça m'aide à savoir si vous avez apprécié. Si, voilà. Donc, faites des retours, peu importe l'auteur pour qui. Lequel vous avez lu le livre, faites des retours, c'est important et voilà. Ok. Alors, vous avez certainement constaté sur les réseaux sociaux ces derniers temps que j'étais pas très présente. Je m'excuse, que ce soit pour le silence ou pour le retard avec lequel l'épisode que vous venez d'écouter est sorti. Je pense que vous savez que je suis quelqu'un qui pense qu'il est important de lever le pied un peu de temps en temps quand le corps ne répond pas. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Le travail, la maternité, les activités à but lucratif de ces derniers temps ont été mentalement très, très lourds. Du coup, il m'a fallu vous sacrifier un peu. Et comme si l'univers savait qu'il me fallait me reposer, je me suis retrouvée incapable de me connecter à mon compte Instagram, qui est l'endroit où j'interagis le plus avec vous. J'ai entendu ça comme un signe, donc j'ai pris le temps de me reposer un peu. Et puis, je suis de retour. Je n'avais pas d'épisode en attente, donc il a fallu que je trouve le temps d'enregistrer. Et comme je disais tout à l'heure, on a fait un big up à Mizi parce que c'est aujourd'hui, c'est lui qui nous enregistre, contrairement à notre Marcel habituel. Et donc, je tiens à le remercier pour sa disponibilité. Et Galbert dit merci, Mizi. Oui, donc, merci beaucoup pour ta disponibilité. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la fin de la saison approche. J'ai envie de finir sur une très bonne note. Donc, je vous prépare des invités et des thèmes dignes de vous pendant que je me repose un peu. N'oubliez pas d'aller acheter les livres de Galbert sur Amazon. Galbert, ça s'écrit Galbert. Pour les gens qui vont aller chercher la plume de Galbert. C'est juste les prénoms d'avant, voilà. Albert, vous mettez juste G avant. C'est exactement ça, Albert, et puis vous mettez G. Donc, c'est sur Amazon. N'oubliez pas d'acheter les miens. C'est sur Amazon également. Le premier s'appelle Zalan, c'est le tonnerre enfant. Zalan, mon frère étoile. Et le second, c'est Dimani, arrête le néné. Et donc voilà, faites-nous des retours, on n'attend que ça. Donc, on espère que l'épisode vous a plu. Merci à Galbert pour son soutien et sa présence. Merci à toi. Merci de t'être ouvert à nous. À vous qui nous écoutez, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager l'épisode autour de vous. Donc, c'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bisous. Bisous, à plus.